c'est la vidéo de Oob là, hein. Donc voilà, tu l'attendais depuis un petit moment. Je pense qu'elle va durer elle va durer un peu longtemps, donc pose-toi, vraiment pose-toi, prends un truc à becqueter et tout parce qu'on en a pour un petit moment là. Eh bonjour! Comment ça va amigos? Vous l'attendiez hein, cette vidéo de Oob, mais c'est vrai que j'avais envie de la faire. En même temps, Oob, c'est vrai que c'est un sujet, on n'en parle jamais, nulle part. Et pourtant, c'est sûr que c'est un personnage qui nous a vraiment marqué. On avait envie d'en savoir plus sur ce personnage-là, depuis le début. Il nous intriguait. Petit nabo là. Lors de mon dernier sondage, je vous ai demandé qu'est-ce que vous pensiez de la puissance de Oob. Est-ce que c'était plutôt proche de Gohan Ultime ou de Goku SSJ God? Oob, ce petit personnage que je suis sûr que vous n'avez pas oublié, parce que Dragon Ball Super semble l'oublier un petit peu. On va y revenir. Parce qu'au fur et à mesure que l'intrigue de Dragon Ball Super, on se demande, elle avance, pardon, au fur et à mesure que l'intrigue avance, on se demande quand même si, bordel, ils vont arriver à replacer ce putain de combat entre Goku et Oob. Surtout que la puissance que Goku a aujourd'hui dans Dragon Ball et donc qu'il aura à la fin de Dragon Ball Z, en tout cas pendant ce combat, n'est absolument plus la même que celle qu'il avait contre Kid Buu. Donc la page juste avant le tournoi, si tu veux. Ce qui veut dire qu'en fait, la puissance du petit Oob est loin d'être celle que nous imaginions le 15 décembre 1999, date de sortie du tome 42 de Dragon Ball Z avec le fameux 28e Tenkaichi Budokai. À ce moment-là, qui pouvait alors imaginer que Goku ait une puissance équivalente à celle qu'il a aujourd'hui? Et c'est toujours ce que je reproche un petit peu dans Dragon Ball Super. Dragon Ball Super est en train de se perdre dans ses méandres et de de creuser un écart qui va être compliqué à rattraper entre ce qu'on a vu, nous, dans ce chapitre 40, dans ce tome 42 et la puissance qu'on pensait Goku avait, et en fait celle qu'il a réellement avec ce qu'on est en train de voir dans Dragon Ball Super. Quand tu lis ce tome quand on a 10-15 ans, à aucun moment on peut imaginer que Goku a la puissance qu'il a maintenant dans Dragon Ball Super. Mais avant d'aller plus loin, du coup, il faut quand même rapidement rappeler qu'est-ce que c'est que Dragon Ball Super. Nous sommes à la fin de l'arc Buu. Goku a battu le dernier boss de DBZ, qui n'était pas le plus fort, mais le plus dangereux. J'ai fait une vidéo là-dessus si vous souhaitez, mais non, Kid Buu n'était pas le plus fort. Bref, Goku, avant d'achever le démon, demande au roi Enma, gardien de l'au-delà, de permettre au démon Buu de se réincarner en une bonne personne afin de pouvoir l'affronter à nouveau. L'objectif derrière de cette demande reste cohérente avec le leitmotiv de Goku, affronter des guerriers puissants pour se dépasser. Puis, 10 ans s'écoulent, Goku décide de participer au 28e Tenkaichi Budokai, tournoi d'apparence ordinaire pour la Z-Team qui ne comprend pas l'intérêt de Goku à ce tournoi. Pourtant, Goku l'affirme. À la surprise générale, un combattant sera présent, un combattant extrêmement puissant, et Goku ne veut pas rater la chance de pouvoir l'affronter. Sceptique, la Z-Team se met en route vers le tournoi et découvre avec stupéfaction, Dende y compris, que le redoutable combattant dont Goku semblait admirer la robustesse est en fait un gamin de 10 ans chétif et timide, nommé Oob. Goku en est certain, ce petit garçon est bel et bien la réincarnation du démon Buu. Preuve irréfutable, le prénom du gamin est tout simplement l'anagramme de Buu. Malin Toriyama. Et contre toute attente, le petit Oob tient ses promesses, déployant sous une colère provoquée par les ricaneries de Goku une puissance phénoménale mais extrêmement mal contrôlée. Goku n'a pas besoin de plus que cela, il décide de s'envoler avec Oob afin de l'entraîner pour en faire un futur protecteur de la Terre. Dragon Ball GT, qui a été beaucoup critiqué et que moi j'ai personnellement bien aimé, en fait lui démarre après le 28e Tenkaichi Budokai et même après l'entraînement de Oob. Mais Dragon Ball Super, lui, répond, si tu veux, à la promesse qu'il nous avait faite, qui était d'expliquer ce qui s'était passé justement entre la fin de Buu et le tournoi avec Oob. Pendant ces 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce à quoi répond Dragon Ball Super. Et Dragon Ball Super, contre toute attente, nous présente tout de même des aventures qui sont quand même assez éloignées de la fin vers laquelle on doit tendre, c'est-à-dire vers une fin qui se situe sur Terre dans une paix relativement tranquille. Dragon Ball Super ouvre la voie sur tellement d'univers et de mythologie que selon moi, il va être compliqué
de terminer à la fin sur Terre tranquillement quoi, sur Terre pendant un tournoi de Tenkaichi Budokai. D'ailleurs, et ça va être le deuxième point de cette vidéo, il y a quelques incohérences qui commencent à apparaître. Elles sont minimes, mais je crains qu'effectivement Dragon Ball Super commence à se perdre un petit peu dans ce qu'il est en train de faire et d'oublier la fin vers laquelle il doit aller. Et les petites incohérences que je vais vous présenter, en fait on peut en tirer deux conclusions. Soit les scénaristes ont complètement oublié la fin, c'est-à-dire le tournoi avec Oob, et du coup le fait que quand on voit ce tournoi-là à l'époque, les guerriers n'ont absolument pas l'air d'avoir la puissance stratosphérique, encore une fois, qu'ils ont du coup à ce tournoi et qui ne ressemble absolument plus à la puissance qu'ils ont pu avoir du coup une page avant, c'est-à-dire 10 ans avant, à la fin de Boo. Soit ils vont avoir un mal de chien à recoller pour arriver justement à ce tournoi de manière assez cohérente. Et justement, parlant de cohérence, je vais vous montrer deux petites incohérences qui commencent un peu à se dessiner avec Dragon Ball Super. Donc comme je le disais, ce qui est bien avec Dragon Ball Super, c'est qu'on connaît la fin. À la fin de Dragon Ball Super, tout le monde sera vivant, Goku, Vegeta, etc. Ils seront tous heureux et puis ils se retrouveront tous sur Terre pour le 28e Tenkaichi Budokai. Alors il faut savoir que les dates entre Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, on les connaît. Elles sont dans le dictionnaire de Dragon Ball Z. Par contre, ce qui se passe dans Dragon Ball Super, forcément, ça n'existe pas dans le dictionnaire de Dragon Ball Z, puisque Dragon Ball Z a été créé avant Dragon Ball Super, donc le dictionnaire a été créé avant. Ça, c'est un peu aussi pour répondre à tous les gens qui pensent que tu peux t'appuyer sur des arguments de Dragon Ball Z pour expliquer Dragon Ball Super et inversement, ça ne marche pas. Les deux œuvres ont été créées avec beaucoup d'années d'écart et quand Toriyama écrivait Dragon Ball Z et même quand il écrivait le petit laps de 10 ans entre DBZ et Oob, il n'avait pas dans l'idée qu'entre les deux il y allait avoir des Super Saiyan God et compagnie. Il l'a écrit après ça. D'accord? Non, ça c'est juste pour tous les gens qui continuent à penser par exemple que Broly a la puissance d'un Super Saiyan, Super God, je sais pas quoi. Non, ça a été écrit après, donc non, il n'y a pas de cohérence entre les deux. Bref, tout ça pour dire que dans Dragon Ball Super, on ne connaît pas les dates, on ne sait pas à peu près comment ça se passe. Mais on sait que Dragon Ball Z, en tout cas la mort de Boo se situe en l'an 774 et par association d'idées réciproques et égales entre elles, que le tournoi, le 28e Tenkaichi Budokai, a lieu 10 ans après, donc en 784. C'est là où se pose le souci. Donc pour ne pas dire de bêtises, j'ai été regarder un petit peu sur plusieurs sources, et même de toute façon c'est assez connu, mais le tournoi du pouvoir, lui, a lieu en l'an 780, année de naissance de Bra. Ouais, c'est ça, de Bra. J'ai été regarder donc sur Wikipédia, sur le fandom, sur des articles, etc. Donc on est tous d'accord pour dire que le tournoi du pouvoir a lieu en l'an 780. Pourquoi je parle de cet arc-là? Puisque c'est précisément dans cet arc que Dende dit à Sangoku « Attention, il y a un humain sur Terre qui est extrêmement puissant, qui est la réincarnation de Boo, et un jour tu devras l'entraîner. » Donc quelque part, c'est un peu pour dire « Eh oh, on n'a pas oublié, on doit terminer avec Oob. » Jusque-là, tout va très bien. Maintenant, première incohérence, c'est que quand tu ouvres le tome 42 de Dragon Ball Z et que tu regardes ce fameux tournoi, c'est Sangoku qui sent qu'il y a effectivement ce combattant. D'ailleurs, pendant le tournoi, Dende n'a absolument pas l'air de savoir qui est ce combattant. C'est même Piccolo qui lui dit « c'est ce combat-là qui va être le plus intéressant » et Dende lui dit « ah bon ?» Et en se battant, Oob déploie une telle puissance que Dende se demande qui est ce gamin. Pourtant, c'est Dende qui lui a dit qui était ce gamin. Ça a l'air minime comme ça, mais c'est très grave de faire ça. Tu ne peux pas, quand tu es cohérent, tu ne peux pas faire ce genre d'erreur. Surtout quand tu connais la fin. Ils n'ont pas le droit de se planter sur ce genre de truc. C'est comme si Freezer avait dit pendant tout l'arc « j'ai peur du Super Saiyan » et en voyant arriver Sangoku Super Saiyan se demande qu'est-ce que c'est qu'un Super Saiyan. C'est un peu gros, mais c'est ça. Tu ne peux pas faire parler des personnages et puis après leur faire dire le contraire, etc. Il faut que ça reste cohérent. C'est-à-dire, ok, c'est un dessin animé, ok, c'est un manga, ok, c'est tout ce que tu veux. Mais il y a des fans derrière. Nous, on adore Dragon Ball. Donc il faut quand même... Ils savent qu'on va toucher à ces incohérences. Donc il faut faire attention à ça. On peut pardonner des erreurs quand par exemple on utilise ce qui s'est passé, quand on modifie un peu ce qui s'est passé avant pour garder une cohérence dans le présent. C'est le cas avec le film de Broly. Ils ont un peu changé le passé de la planète Vegeta, ils ont un petit peu changé le passé de Sangoku pour rester cohérent. On pardonne, parce que c'est ce qui s'est passé avant. Mais quand tu sais ce qui va se passer après, là par contre tu ne dois pas toucher au maintenant. Tu comprends? Tu ne touches pas
au maintenant pour expliquer le plus tard. Et pour changer le plus tard quand tu connais déjà le plus tard. Et ça nous amène sur la grosse erreur de timing que je pense tout le monde a relevé. Il s'agit de l'erreur de timing entre les dernières fois où Goku et Bulma se sont rencontrés, puisque dans le tome 42, Bulma dit à Son Goku, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, t'as vieilli, naniana. Goku lui dit, ça fait 5 ans qu'on s'est pas vu. Or, à la naissance de Bra, Goku et Bulma se voient. On est en l'an 780, soit 4 ans avant le tournoi. Il manque 1 an dans l'histoire. Et ça, c'est pareil. Ça a l'air de rien, mais je vois mal l'équipe scénariste se dire, bon, c'est qu'1 an, ils remarqueront pas. Ou, bon, Dende, il l'a pas vu, mais ils ne remarqueront pas. Ou alors on s'arrangera après, c'est pas possible, tu peux pas me laisser une incohérence pareille. Il faut quand même pas oublier que Dragon Ball Super est censé être une suite officielle de Dragon Ball Z. Toriyama lui-même valide le scénario. Les mecs arrivent à s'y retrouver avec des espèces de timelines de ouf, par exemple dans l'arc Black Goku, etc., où je sais plus combien de timelines il crée, ou bien avec l'arc Trunks dans Dragon Ball Z, où il crée au moins 3 ou 4 timelines, et ils n'arrivent pas à jeter un œil sur ce qui va se passer après pour essayer de rester cohérent. Même nous on le fait, donc si nous on le fait c'est normal qu'ils le fassent. Parce que même, regarde, même si ils disent merde finalement il y a une incohérence, faut qu'on arrête, après l'arc Moro on arrête, il restera toujours 1 an d'écart. Et puis de toute façon ça va pas se terminer avec l'arc Moro, puisqu'on peut imaginer quand même qu'après l'arc Moro, il va y avoir aussi un arc avec les anges. C'est obligatoire. Parce qu'il y a 1 mois, je le disais dans mon analyse du chapitre 55, t'as pas pu faire apparaître Mérus comme ça pour rien. Au bout d'un moment, il va falloir qu'il serve à quelque chose, ce Mérus. Il n'est pas genre là, il entraîne, il se barre. Non, il va falloir qu'il serve à quelque chose. Je pense que juste après Moro, il va y avoir un bordel avec les anges. Beerus et les anges. C'est pas possible sinon. Il faut que Mérus revienne. Et en plus de ça, Dragon Ball Super a commencé avec un tête Goku Beerus, il va falloir que ça termine avec un tête Goku Beerus. Pourquoi? Parce que Goku doit surpasser Beerus, puisqu'à la fin, dans Dragon Ball Z, dans le tome 42, on est bien d'accord que Goku ne s'entraîne plus chez Beerus. Et s'il ne s'y entraîne plus, c'est que quelque part, il a plus d'intérêt à s'entraîner là-bas, puisqu'il est plus fort que Beerus. Donc il va falloir nous le montrer ça, il va falloir nous montrer un combat entre Beerus et Son Goku. Bon, et tout ça m'amène à théoriser les 2 choses suivantes, et il va falloir que ça se fasse. Premièrement, à la fin de Dragon Ball Super, d'une manière ou d'une autre, il va falloir retourner dans le passé. Il va falloir que tout le monde retourne 1 an avant le tournoi du pouvoir, donc en l'an 779, et que Dragon Ball Super s'arrête là, pour effectivement respecter ces 5 ans. Parce que je vois encore une fois très mal l'équipe créative se dire « Bon, ils verront pas, il n'y a que 4 ans ». Non, c'est pas possible. Il faut que ça reste cohérent, il faut qu'ils reviennent en l'an 779. Donc il y aura forcément un retour en arrière pour X raisons. Et deuxièmement, il y aura forcément un coup d'effacement de mémoire, c'est obligatoire, parce que Dende ne doit pas se souvenir d'avoir déjà vu Oob. C'est pas possible. Pendant le tournoi, il a l'air de ne pas savoir qui est ce gamin, donc ça peut pas être lui qui explique à Goku. Et le problème avec ça, c'est que dans ce cas-là, pourquoi Dende a cette apparition dans Dragon Ball Super et dit « Eh, au fait, il y a un gamin ». Si ce n'est juste pour nous dire « il y a un gamin ». Tu comprends pourquoi? Je sais que je suis chiant, je sais que je suis un peu pointilleux, mais ça dénote quand même d'un certain manque de sérieux. Merde, parce qu'on va être d'accord là-dessus, ce serait quand même une énorme erreur, je pense, de ne pas terminer Dragon Ball Super en nous montrant ce qu'on a absolument envie de voir, c'est-à-dire ce combat entre Oob et Goku, en plus de manière un peu remasterisée avec des nouvelles images, etc. Mais d'ailleurs, intéressons-nous un minimum à la puissance de Oob, puisque bon, il faut essayer de l'évaluer un peu cette puissance. On est d'accord sur ce que j'ai dit avant, hein. On est d'accord que à partir du moment où la fin est déjà écrite, il faut que le début reste cohérent avec la fin que tu as déjà écrite. Maintenant, je te pose une question. Maintenant que tout Dragon Ball Super est sorti, est-ce que tu arrives à te rendre compte de la putain de puissance que Oob peut avoir quand il affronte Son Goku? On est d'accord que le gamin, il a 10 ans, et pourtant, Goku, il se bat quand même sérieusement, on l'a tous vu. Quand il se met en colère, Oob, Goku, dans le manga, il a le bras presque pété quand il lui met un kick dans le bras. Quand il déploie son ki, Goku, il s'envole. Et dans l'animé, ça se tape et ça se tape méchant. Hein. Pourtant, Goku en forme normale, là, il est ultra balèze normalement. C'est un des guerriers les plus puissants de tous les univers réunis. Il n'y a personne qui lui arrive à la cheville. Il a la puissance des dieux hein, à ce moment-là. D'autant que l'arc Moro n'est pas fini et puis qu'ensuite, après l'arc Moro, il va y avoir un autre arc certainement. Donc Goku va encore atteindre une puissance que tu n'imagines même pas. Il n'a plus rien à voir avec le SSJ3 qu'il était à la fin de Dragon Ball Z. Il y a un monde d'écart entre les deux. C'est d'ailleurs souvent ce que je reproche à Dragon Ball Super. En à peine un peu plus de 130 épisodes, d'avoir fait grimper la puissance des héros comme ça. Bon bref, allez, on va pas rentrer, j'ai déjà fait 3 vidéos sur Dragon Ball Super, donc stop. Mais tout ça pour dire que, en fait, Oob
dans le chapitre 42, enfin dans le tome 42, putain je vais pas y arriver à le dire, tome 42, il a une puissance en fait qu'on n'imagine même pas. Du coup, par association, si on veut rester cohérent, il a une puissance de dingue en fait, Oob, il est hyper puissant. Et on n'imagine pas, vu que le dernier ennemi qu'on a vu c'est Kid Buu, la différence entre Oob et Kid Buu elle est monumentale. Je parle pas de la puissance de Oob dans Dragon Ball GT, parce que même si effectivement dans Dragon Ball GT il est très mis en avant, avec des rebondissements assez cool, etc., ben, Dragon Ball GT c'est censé se passer après, le Super Saiyan God ça n'a pas été créé, etc. entre temps. Donc en fait la puissance de Oob même dans Dragon Ball GT elle est dérisoire face à celle qu'il a dans au Tenkaichi Budokai. Mais c'est normal, Dragon Ball GT c'est pas une vraie suite, etc. Bon alors je préfère vous arrêter de suite. On n'a absolument aucune idée de l'évaluation de la puissance de Oob à ce moment-là. Parce que d'une part, on ne sait pas quel est l'écart entre lui et Sangoku. Et deuxièmement, on ne sait pas jusqu'à où Sangoku est arrivé au moment du 28e Tenkaichi Budokai, puisque c'est pas fini encore Dragon Ball Super. Et que quelque part, pour évaluer la puissance de Oob, à part la comparer à celle de Sangoku, c'est le seul repère qu'on a. Donc on peut pas vraiment évaluer sa puissance. Je suis désolé si vous pensiez que j'allais donner une estimation Gohan Ultime ou Goku SSJ God. En fait, j'ai donné ces deux personnages parce que Gohan Ultime c'est le plus fort à la fin de Dragon Ball Z et que Goku SSJ God c'est le plus fort au début de Dragon Ball Super. Donc il n'y a pas énormément d'écart entre les deux périodes si tu veux. Oui, effectivement, Gohan Ultime c'est le plus fort de Dragon Ball Z. Végétaux ça ne compte pas vraiment, c'est une fusion. Donc il n'a pas évolué. Mais on peut se dire la chose suivante. À la fin de Dragon Ball Z, Goku demande à ce que Kid Buu soit réincarné. Pourquoi? Parce que Buu est l'ennemi le plus puissant que Goku ait eu. Alors je dis pas, quand je dis puissant, je précise pas qui c'est, Kid Buu, Gohan, machin, bref, t'as compris. Quel est l'intérêt de Goku en faisant ça? C'est de pouvoir, plus tard, réaffronter le plus grand ennemi qu'il n'ait jamais eu. On est d'accord. Et on est bien d'accord aussi que lorsqu'il ressent la puissance de Oob quand il se bat avec lui, il décide immédiatement d'aller l'entraîner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ressent en Oob un intérêt très fort pour l'entraîner, voire il sent que Oob pourra peut-être potentiellement un jour le dépasser. Et si Goku décide d'entraîner Oob, c'est que potentiellement Oob a une puissance à ce moment-là qui est supérieure à n'importe quel personnage de Dragon Ball Super. Faut quand même te rendre compte que Goku, avant d'affronter Oob, accroche-toi tout ce qu'il a affronté avant. Il revoit maintenant Dragon Ball Super avec cette perspective. Goku, il a affronté des personnages qui sont 1 milliard de fois plus forts que Kid Buu dans Dragon Ball Super. Donc il faut au minimum que, comment il s'appelle, Oob, il ait une puissance supérieure à Kid Buu pour susciter l'intérêt de Sangoku. Parce que à ce moment-là, dans Dragon Ball Super, Kid Buu, à ce moment-là, quand il s'affronte au 28e Tenkaichi Budokai, en comparaison, la puissance de Kid Buu, je crois que Tenshinhan peut le battre à ce moment-là. Puisque Goku affronte Oob en forme normale, et que Oob fait pas jeu égal avec lui en forme normale, mais quand même il arrive un peu à le faire chier, et ben on peut imaginer que à ce moment-là, vu que le dernier ennemi c'était Kid Buu et que Kid Buu il avait à peu près la même forme que Goku SSJ3, etc., tu peux imaginer que Oob doit être bien plus fort à ce moment-là que Gohan Ultime, par exemple. Gohan Ultime à la fin de DBZ. Oob est bien plus fort que les derniers personnages de Dragon Ball Z. C'est la petite estimation que je pourrais faire, c'est tout. Mais après, de toute façon, on n'en a aucune idée. Et il est évident que quand on lit le chapitre 42, Oob n'était absolument pas censé avoir une puissance aussi grande. Jamais de la vie. Mais quel est l'intérêt de faire tout ça si à la fin, tu peux même plus concilier Dragon Ball Z et Dragon Ball Super de manière cohérente? Ce que je veux dire, c'est que, quand tu vois ce combat entre Oob et Sangoku, est-ce que tu as vraiment l'impression que Goku a vécu à ce moment-là tout ce qu'on nous a montré qu'il a vécu dans Dragon Ball Super? Qu'il a réaffronté Freezer, que Trunks est revenu, qu'il a affronté Moro, qu'il y a eu un tournoi entre les univers. Et puis il finit où? À la fraîche au 28e Tenkaichi Budokai, sur Terre. Les mecs se sont battus avec tous les univers, tout ce que tu veux, sont entraînés avec des dieux cosmiques et compagnie, pour finir au 28e Tenkaichi Budokai. Ça me paraît un petit peu compliqué. Mais je ne veux surtout pas que Dragon Ball Super s'arrête sans qu'on voit un arc avec Oob. Parce que c'est quelque chose qu'on a, je pense, tous très envie de voir. Un arc où il y aura au moins le combat, voire son entraînement. Et justement, moi je me pose la question, je me dis, à quoi ça pourrait ressembler? Et je vais vous donner ma version d'un arc qui pourrait y avoir avec Oob. Attention, moi je pars assez loin en général.
Donc pour moi, cet arc commencerait effectivement avec ce fameux tournoi. Donc à ce moment-là, comme j'ai dit, soit ils auraient tous perdu la mémoire et puis ils découvriraient Oob, soit bon, bah, ils le modifieraient légèrement, comme si c'était jamais arrivé. Bref, je ne sais pas comment ils feraient pour revenir à un truc cohérent par rapport à Dragon Ball Z. Donc tout le monde débarquerait au tournoi, oui c'est Beerus également, les deux sauraient d'ailleurs rapidement ils sauraient qui est le petit, on verrait du coup ce fameux combat, la puissance de Oob serait exagérée de ouf, et il n'en faudrait pas plus pour que Goku décide d'aller l'entraîner, il le prendrait sur son dos, il l'entraînerait. Ensuite j'aimerais bien que dans l'arc on voit effectivement l'entraînement de Oob, en plus c'est un terrien donc c'est assez intéressant de pouvoir voir comment il pallie le Super Saiyan en trouvant des transformations, etc. ou bien des power-ups, enfin bref, ça pourrait être cool. Et ce qui serait vraiment intéressant, ce serait que Oob effectivement devienne plus fort que Sangoku. Pourquoi? Parce que moi, ce que j'aimerais voir, ce serait qu'effectivement, en fait, l'entraînement ait lieu, que Oob et Goku finissent leur entraînement, retournent chacun dans leur famille, et que la vie continue. Et puis, que quand Goku revienne, eh bien, il soit un petit peu différent. Il ait toujours sa joie de vivre, etc. Mais il n'ait plus envie de s'entraîner. Il soit pas bien, il soit mal, etc. Et il ne comprenne pas pourquoi. Il contacterait Kaio, il irait chez Kaio, et Kaio lui annoncerait malheureusement qu'il l'avait prévenu que Sangoku commençait à devenir vieux, puisqu'il le prévient dans Dragon Ball Super. Il lui dit à un moment donné, écoute, tu devrais faire attention, tu tires un petit peu trop, t'es plus tout jeune maintenant. Et que effectivement, Goku ait fait fi des conseils de Kaio, et soit tombé malade parce que il a trop tiré sur son corps et sur sa puissance en entraînant Oob. Petit à petit, Sangoku développe une maladie incurable et il meurt. Enfin. Il ne peut pas être ressuscité par les Dragon Ball. Pourquoi? Parce qu'il est mort, d'une mort naturelle, enfin une maladie. À partir de là, tout le monde ferait un peu son deuil, quoi. C'est-à-dire, Oob apprendrait ça et puis il serait déchiré, bien évidemment, il a perdu son maître. Donc il irait méditer quelque part là où ils se sont entraînés, il quitterait sa famille pour aller méditer là-bas. Et puis Goten, Gohan, etc. seraient évidemment très tristes, mais feraient doucement leur deuil. Mais, il y en a un qui lui refuse de faire le deuil. Il a été tellement pris par le chagrin et par la surprise qu'il ne peut pas faire son deuil, c'est Vegeta. Vegeta, lui, il a perdu son meilleur rival et secrètement aussi son meilleur ami. Et il comprend pas. La colère le prend, et au lieu d'essayer de faire son deuil comme tout le monde, ben non, il commence à essayer d'accuser des gens, il commence à essayer de chercher un responsable, et il commence à se mettre dans la tête, parce qu'on connaît Vegeta, lui quand il commence à se foutre un truc dans la tronche, quand il commence à se bourrer un peu le crâne, ça va loin, il commence à se dire qu'en fait, Oob est effectivement la réincarnation de Boo, mais que c'est pas une réincarnation gentille, et qu'en fait il a juste profité de Sangoku pour retrouver son pouvoir, pour ensuite l'assassiner. Oob est en train de méditer quand il sent qu'il se passe quelque chose dans son village. Il retourne dans son village et là il voit des flammes qui sortent du sol avec toute sa famille, ses amis morts. Et au travers les flammes, il distingue une silhouette et c'est Vegeta. Et c'est Vegeta qui lui dira quelque chose du genre « Boo, comment est-ce que tu as osé toucher à Kakarot? Je suis le prince des Saiyans et c'était à moi de l'éliminer. » Oob, il comprend rien à ce qui se passe. Lui, il vient de perdre toute sa famille, il sait même pas qui est ce mec. Il lui dit, mais moi je m'appelle pas Boo, je m'appelle Oob. Et Vegeta lui répond, je sais très bien qui tu es, ton plan machiavélique était d'arriver jusqu'au moment où Sangoku mourrait, et tu veux retrouver tes pouvoirs, et tu veux reconquérir la Terre, etc. Et tu n'y arriveras pas parce que moi je vais me dresser sur ton chemin, et maintenant que Kakarot n'est plus là, c'est moi qui vais régner sur l'univers. Et on peut partir là-dessus et imaginer qu'il va y avoir des bouleversements de ouf. Déjà, j'aimerais bien que Vegeta tue Beerus pour annoncer le décor. Vegeta se dresse contre Beerus et le tue. Et puis après, il y a toute une alliance entre tous les guerriers, etc. qui vont tout essayer pour essayer de ressusciter Sangoku, mais ils ne pourront pas parce que Sangoku est mort d'une mort naturelle, etc. Et le dernier rempart contre Vegeta, ce sera Oob, qui lui a effectivement une puissance incommensurable, qui n'a pas énormément d'expérience au combat, et qui va justement devoir faire face à la menace que représente Vegeta. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez amigos, mais moi si on me servait un arc comme ça, je serais très content. Et voilà amigos, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu depuis le temps que je devais la faire. Merci beaucoup, ah oui, je voulais vous dire, merci d'avoir autant partagé la vidéo du chapitre 56.
Elle a fait je ne sais combien de vues alors que je ne l'ai même pas encore partagée. C'est vous qui avez fait tout le taf. Merci beaucoup. À chaque fois que vous partagez, vous le savez, ça me fait plaisir. Donc merci à chaque fois de partager mes vidéos, amigos. Vous me faites un plaisir extraordinaire. Et plus vous partagez comme ça, plus j'ai envie d'en faire parce que je vois que ça vous plaît. Mes vidéos sont disponibles sur la page Facebook Yanniv avec un V et la chaîne YouTube Yanniv avec un V. Également sur la page dragonballzfamily.com. Et je fais un bisou à l'admin. Et c'est tout pour moi, amigos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bise!